Cependant, le cru est extrêmement difficile à digérer et notamment pour certaines personnes. Pour les personnes qui regardent pas mal de choses sur le crudivorisme et se disent ça y est, je veux me lancer vraiment dans l'alimentation crue à 100%. Mais si on regarde un petit peu par exemple dans d'autres médecines, notamment en Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, pas forcément à bannir totalement, mais faire attention parce qu'on reste là sur une cuisson à haute température, vraiment à haute température et à haute pression. Donc là pour le coup c'est la même chose. On me demande régulièrement, Mathieu, quels sont les aliments à intégrer, quels sont les aliments que je dois consommer quotidiennement pour avoir un maximum d'énergie. Or, ce que l'on oublie très régulièrement, c'est qu'on oublie de prendre notre corps dans son ensemble et de prendre tous les paramètres de notre organisme. Et dès lors, si tu ne prends pas en compte tous ces paramètres et ton corps dans son ensemble, tu pourras consommer les aliments les plus revitalisants de la planète. Si tu ne prends pas en compte différents paramètres, comme par exemple la biodisponibilité des aliments, donc forcément la qualité des aliments, tes propres capacités de digestion, tes propres capacités ressources à digérer ces aliments, l'environnement également dans lequel tu manges, et bien entendu, si tu ne prends pas en compte également la cuisson de ces aliments, tu pourras vraiment avoir dans ton assiette les aliments les plus revitalisants du monde. Il ne se passera rien ou très peu de choses et forcément que tu continueras à être extrêmement fatigué. Alors dans cette vidéo justement, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, on va parler de la cuisson des aliments. On va commencer par faire le point entre le cru et le cuit. Tu auras mon avis sur ça. Est-ce que je prône le tout cru? Est-ce que je prône justement, est-ce que je suis totalement opposé au cru? Et bien entendu, ensuite je te guiderai pour que tu puisses aller vers des cuissons douces et en retirer un maximum de nutriments pour ainsi gagner considérablement en vitalité et en énergie. Je te laisse dorénavant mettre ton like en bas de cette vidéo, je te laisse à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu souhaites gagner naturellement en énergie, sortir du burn-out et augmenter tes ressources pour faire face au stress, pour avoir davantage d'énergie durant tes journées. Juste avant de commencer cette vidéo, je te rappelle également que tu peux télécharger ma formation gratuite de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours et tu peux également t'abonner à mes emails privés dans lesquels j'envoie des contenus exclusifs, des sujets dont je ne traite pas sur cette chaîne YouTube. Je te partage mes grandes idées, je te partage des exercices, je te partage des conseils exclusifs et aussi je te partage de temps en temps des promotions vers mes programmes. Donc ça serait quand même dommage de ta part de t'en priver et je te laisse également aller rejoindre mes emails privés en cliquant dans le lien que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Commençons cette vidéo en faisant le point sur le cru et sur le cuit. Faut-il privilégier l'alimentation crue ou faut-il consommer exclusivement ou en grande majorité des aliments cuits? Alors c'est vrai que ce débat est aussi clivant que le débat vegan omnivore parce qu'en fait il y a différentes approches par rapport au cru et au cuit. Et ici, je vais te donner mon approche, mon approche sur le sujet. Après, à toi d'en faire ce que tu veux, mais en tout cas, c'est mon approche en tant que coach et formateur en santé naturelle et par rapport à mes différentes connaissances sur le sujet et puis aussi par rapport à mon expérience, bien entendu, sur le sujet. Alors, il est certain déjà que le cru permet une meilleure biodisponibilité des vitamines, des minéraux, des enzymes. Ça permet, on verra d'ailleurs tout à l'heure à quel degré de température certaines vitamines, certains enzymes, certains minéraux, certains oligo-éléments sont détruits. On verra ça dans le détail à la fin un peu plus tard dans cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais il n'y a pas vraiment de débat sur ça. On sait que le cru permet une meilleure assimilation des vitamines, des minéraux et des enzymes. Cependant, le cru est extrêmement difficile à digérer et notamment pour certaines personnes. Sur certaines personnes, il n'y aura quasiment aucun problème, elles vont très bien digérer le cru, mais pour la grande majorité des personnes, pour 90% des personnes, il va falloir vraiment mettre en place une stratégie particulière pour venir digérer le cru. La première chose, c'est déjà de venir bien mâcher, bien mastiquer pour produire l'amylase salivaire qui va permettre de dégrader les différents sucres de notre alimentation et de couper le cellulose qui peut créer, le fameux cellulose qui peut créer des troubles digestifs chez de nombreuses personnes, notamment les personnes qui vont consommer cru justement. Et l'amylase salivaire, le fait déjà de bien mâcher va permettre de mieux que le cellulose soit coupé en tout petits morceaux et soit plus facilement digéré. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner si tu n'es pas habitué à consommer beaucoup de cru pour l'instant, c'est de boire des jus de légumes à l'extracteur de jus, de préférence un extracteur de bonne qualité qui va vraiment extraire un maximum toutes les fibres. Et tu sais que ce sont les fibres qui
qui vont principalement venir irriter les intestins, même sur des intestins en bonne santé. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'une dose importante de fibres, même sur des intestins en très bonne santé, sur le long terme, à force, cela a forcément un impact. Les jus de légumes permettent justement d'éviter ça. Après, il faut faire des bonnes associations, essayer de ne pas consommer trop de fruits ou de légumes sucrés pour justement éviter de créer un pic de glycémie. Vu qu'on n'a pas les fibres, ça va avoir un impact beaucoup plus important sur la glycémie. Et la troisième stratégie, ça va être tout simplement de séparer les prises alimentaires. Alors ici, je ne vais pas forcément uniquement parler que du régime dissocié. Peut-être que tu connais le régime dissocié qui consiste à éviter certaines combinaisons alimentaires et j'en avais parlé dans ma vidéo sur les 3 types de fatigue. Ici, on va vraiment respecter les principes de base du crudivorisme, même si on ne veut pas être crudivore à 100%. Pour mieux digérer le cru, on va respecter ces principes. Donc notamment de faire attention à l'association fruits et légumes. On va également faire attention à l'association fruits plus protéines. Alors quand je parle de protéines, je ne parle pas forcément de protéines animales, ce genre de choses, mais plutôt l'association fruits et les protéines donc végétales, donc oléagineuses, céréales, ce genre de protéines, voire les légumineuses. Attention à ces différentes associations. Ensuite, on va également faire attention à l'association légumes, protéines, pas légumes, protéines plus hydrates de carbone. Donc là, c'est vraiment le principe de base du régime dissocié où on va vraiment éviter d'avoir des protéines fortes avec des glucides forts. C'est ce qui est évoqué notamment dans les principes de base du crudivorisme. On sait également que le melon et la pastèque, c'est bientôt l'époque. Le melon, ça va commencer tout juste. Le melon et la pastèque sont des fruits que l'on va plutôt consommer séparément, sinon ça risque de créer des troubles digestifs. Alors quand je dis séparément, c'est pas forcément consommer les deux en même temps. On va éviter de manger du melon avec d'autres aliments et de consommer de la pastèque avec d'autres aliments. Et pour terminer sur les principes de base du crudivorisme et sur ces prises alimentaires qu'on va essayer de séparer justement, on va plutôt essayer de privilégier aussi les monorepas, donc notamment quand on parle de crudivorisme. Par exemple, si tu as envie de te faire une salade de carottes, essaye de faire uniquement une salade de carottes et éviter d'y mélanger avec d'autres fruits ou légumes crus, ça sera plus simple. Ça s'applique notamment pour les personnes qui ont vraiment une indigestivité, enfin qui ont vraiment beaucoup de mal à digérer les aliments et notamment le cru. On va au début essayer de faire un maximum de monorepas pour faciliter la digestion. Et bien sûr, ensuite, il y a des principes logiques pour mieux digérer le cru. Donc je parlais de la mastication, mais également essayer de consommer plutôt des crudités. Alors ça, c'est plutôt en naturopathie qu'on a cette approche-là, c'est pas forcément le cas par exemple de l'Ayurveda, mais de consommer les crudités plutôt en début de repas, afin justement d'éviter que ça refroidisse le bol alimentaire et que ça ralentisse la digestion. On va essayer aussi, si tu te fais des crudités, de couper vraiment en petits morceaux, essayer d'éviter de faire des gros morceaux, mais de couper en petits morceaux pour, encore une fois, faciliter la digestion. Et tous ces principes logiques de base qui vont permettre aussi de mieux assimiler le cru pour une personne, on va dire, en bonne santé, qui a des intestins et un foie en bonne santé. Si tu appliques ces principes-là, tu pourras bénéficier des bienfaits du cru et avoir un maximum de vitamines, de minéraux, d'enzymes, d'oligo-éléments, etc. En revanche, le cru n'est pas fait pour certaines personnes. Dans certains cas, il sera vraiment très difficile. Enfin, le cru n'est pas recommandé. On va d'abord essayer de travailler d'augmenter la vitalité digestive progressivement sur des personnes qui sont fragiles. Et quand je parle de ces personnes-là, je pense notamment aux personnes qui ont des problèmes au niveau intestinal, des intestins fragiles. Donc je pense notamment à toutes les personnes qui souffrent d'une porosité intestinale, des personnes qui souffrent de colopathie fonctionnelle, qui souffrent de maladie de Crohn, qui souffrent de RCH, qui souffrent de dysbiose, de candidose. Voilà, toutes ces personnes-là qui ont vraiment des problèmes au niveau intestinal, là on va éviter ou du moins y aller, comme je te disais, vraiment y aller progressivement sur le cru, faire très attention par rapport à ça. On va plutôt privilégier les cuissons douces dont je te parlerai tout à l'heure. Ensuite, on a également les personnes qui vont passer brutalement, je parle bien brutalement, d'un régime omnivore à un régime végétalien. Là, ça peut créer vraiment une fragilité au niveau intestinal et forcément que le cru ne va plus être digéré comme il faut. Donc on va plutôt éviter le cru à ce moment-là. Pour les personnes, d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande pas. Je recommande pas de passer directement d'un régime omnivore à végétalien du jour au lendemain comme ça en quelques jours. Ensuite, on a également les personnes qui sont totalement épuisées. Et c'est le sujet même de ma chaîne YouTube. C'est probablement ton cas ou du moins tu souffres peut-être de fatigue chronique. Là, on va éviter puisque tout simplement, si on parle vraiment de crudivorisme végétalien, végétalien ou même végétarien, mais plutôt végétalien, uniquement sans produits animaux, ça va être très compliqué sur une personne épuisée de venir convertir tout simplement les oméga 3 ALA
en EPA et DHA, de convertir par exemple la provitamine A en rétinol, de convertir le fer noéminique en fer héminique, d'avoir suffisamment de zinc, de suffisamment convertir le zinc, de convertir également certaines acides aminés. Ça va être très compliqué. Je dis pas, encore une fois, je conteste pas le régime végétalien, pas du tout, puisque déjà moi je suis flexitarien et je consomme beaucoup de repas végétaliens. Mais sur une personne qui est épuisée, forcément qu'on peut avoir des problèmes de conversion et ça peut poser problème. Donc on va d'abord passer sur des cuissons douces, et ensuite on va essayer plutôt d'intégrer progressivement du cru en respectant certains principes. Et pour terminer, le cru n'est pas forcément adapté, ou du moins il faut vraiment faire attention pour les personnes qui regardent pas mal de choses sur le crudivorisme et se disent ça y est, je veux me lancer vraiment dans l'alimentation crue à 100%. Seule une petite poignée de personnes sont capables de tenir une telle alimentation sur le long terme. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le crudivorisme, qui arrivent à tenir 1 an, 2 ans, voire plus, et qui ensuite arrêtent pour différents soucis de santé, pour des troubles digestifs, pour une inflammation au niveau des intestins et pour différents problèmes de santé. Je dis pas que c'est impossible, mais seule une poignée de personnes sont capables de le faire. Déjà, on sait que notre corps ne produit pas l'enzyme cellulase qui permet de décomposer le fameux cellulose dont je te parlais tout à l'heure. Et le cellulose, on en retrouve principalement dans beaucoup de fruits et légumes, et plus on va les consommer crus, plus ce cellulose sera présent en grande quantité, et vu que le corps est incapable de le digérer, ça peut poser énormément de problèmes au niveau intestinal. Ensuite, si on regarde différentes approches de médecine, donc moi, j'ai plutôt une approche naturopathique, je pense que tu l'as remarqué, mais si on regarde un petit peu, par exemple, dans d'autres médecines, donc notamment en Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda nous dit justement, alors il y a pas mal justement de médecines alternatives comme l'Ayurveda, comme la médecine traditionnelle chinoise, comme la naturopathie, enfin certains courants de la naturopathie, qui nous disent bien 20% de cru, 80% de cuit, de préférence. En général, c'est vraiment ça qu'on recommande dans beaucoup d'approches. Pour revenir sur l'Ayurveda, l'Ayurveda recommande justement ce 20%, 80%, de manière générale, et surtout recommande de consommer le cru à la fin des repas, parce que si on consomme en début de repas, ça risque de ralentir le feu digestif, et on a besoin de ce feu digestif pour que les aliments soient bien décomposés et bien digérés. Ça, c'est en Ayurveda. En médecine traditionnelle chinoise, on est encore plus radical sur le cru. On recommande pas forcément le cru, parce qu'on sait que le cru va apporter de l'humidité et de la frilosité à l'organisme, et va affaiblir la rate et les reins notamment, puisque ça va demander un effort considérable de la part de ces deux organes pour ramener justement le corps à une température ambiante, et c'est très difficile lorsqu'on consomme des aliments qui vont justement abaisser cette température. Donc on le voit, différentes approches recommandent quand même de faire attention au cru. Je dis pas que c'est impossible, mais pour moi le mieux, et c'est ce que moi je te recommanderais de par ma propre expérience, c'est vraiment d'aller sur du 20-80%, 20% de cru, 80% de cuit, et même faire attention, ce quota il est même pas forcément une généralité pour les personnes, comme je te disais tout à l'heure, qui ont différentes fragilités. Là il faudra vraiment faire attention davantage. Alors maintenant, la question que tu te poses certainement, c'est comment conserver un maximum de nutriments, notamment de micronutriments, même de macronutriments, sans devoir partir sur une alimentation crudivore, ou du moins augmenter ma consommation d'aliments crus. Alors maintenant, on va parler justement des cuissons douces que tu peux vraiment venir apporter dans ton alimentation. C'est ce que moi, dans ton quotidien plutôt, c'est ce que moi je fais actuellement, c'est-à-dire que je consomme, on va dire 20% de cru, notamment beaucoup de jus de légumes, comme tu le sais probablement. Et ensuite, je vais vraiment vers des cuissons douces pour essayer un maximum d'éviter de dénaturer la structure des aliments, d'éviter de détruire certaines choses. Juste avant de te parler des cuissons rapidement, je vais t'expliquer rapidement à partir de quel degré sont détruits différentes enzymes, vitamines, etc. Ce qu'on sait déjà, c'est que de 35 degrés à 45 degrés, à 50 degrés Celsius plutôt, les arômes déjà des aliments sont modifiés, donc ça va avoir un impact déjà sur le côté gustatif, et c'est très important bien entendu lorsque l'on mange. Ensuite, de 40 à 75 degrés, les enzymes des aliments sont détruites, donc les enzymes qui vont permettre justement de bien digérer les aliments, donc c'est le corps qui va devoir se charger de les produire lui-même. Ensuite, on sait qu'entre 60 et 75 degrés Celsius, la vitamine C est détruite, donc il y a beaucoup de gens qui me disent tiens regarde, je fais du brocoli, je fais du poivron, mais qui font cuire à haute température tous ces aliments-là, et forcément que derrière la vitamine C est détruite, donc on peut plus parler de boost de vitamine C. Ensuite, on sait également que de 70 degrés Celsius à 100 degrés Celsius, les protéines sont hydrolysées et déstructurées. Tout à l'heure, je te parlerai de la réaction de Maillard aussi par rapport aux protéines. Ensuite, de 90 degrés Celsius à 95 degrés Celsius, les vitamines du groupe B commencent à être altérées de manière conséquente, et la vitamine E est totalement dénaturée, donc c'est un puissant antioxydant, et donc c'est vraiment dommage pour le coup. Au-delà de 100 degrés Celsius, on sait que la plupart des minéraux et des vitamines ne sont plus assimilables par l'organisme, et on sait qu'aujourd'hui la plupart de nos cuissons dépassent 100 degrés Celsius, et on sait également qu'au-delà de 110 degrés Celsius, les vitamines du groupe B et la
la vitamine D s'oxydent, donc malheureusement ne sont également pas très peu assimilés par l'organisme. Et à partir de 120 degrés Celsius et voire plus, la totalité des vitamines sont détruites, et on sait également que les lipides peuvent également produire, sont tellement déstructurés, dénaturés que ça peut produire des composés toxiques. Les lipides peuvent se transformer en composés toxiques. Donc là, après, on rentre vraiment dans des cuissons à haute température où il peut même y avoir certains dangers. Maintenant qu'on a fait le point et un petit récap sur les différentes températures, etc., maintenant on va voir quelles sont les cuissons à éviter à tout prix. Bon, tu verras qu'il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est important de le rappeler. Et ensuite, je te partagerai les différentes cuissons que tu peux intégrer dans ton quotidien. Déjà, on va éviter la cuisson au micro-ondes. Alors, je dis pas que c'est à bannir totalement, ça dépanne de temps en temps, mais la cuisson au micro-ondes va vraiment dénaturer, déstructurer en fait la composition moléculaire des aliments. Donc, finalement, le corps va pas toujours reconnaître la structure de certains aliments, et donc ça peut être compliqué au niveau aussi de la digestion et bien entendu aussi au niveau de l'assimilation. Ensuite, on va éviter la fameuse cuisson au barbecue. Là, c'est bientôt, peut-être que tu as déjà commencé même, bientôt la saison des barbecues. Le barbecue, c'est la fameuse réaction de Maillard, dès lors que l'on va dès lors qu'on va dépasser les 120 degrés et qu'on va avoir cette caramélisation en fait des protéines, ce côté brun en fait sur les aliments. Là, il peut y avoir potentiellement une réaction de Maillard, c'est-à-dire que on va créer des composants jugés pour certains cancérogènes à partir justement d'acides aminés et de sucres contenus dans les aliments. Donc, tous les aliments contiennent des sucres et des acides aminés pour le coup, donc ça peut concerner tous les aliments, et ça peut être autant au barbecue qu'à la poêle. À la poêle à haute température, on peut aussi bien entendu avoir une réaction de Maillard. Ensuite, on va éviter la cuisson à l'eau. Alors, c'est pas non plus à bannir totalement, mais le problème, c'est que lorsqu'on fait cuire par exemple des légumes, et le bêta-carotène, la provitamine A, toutes ces choses-là en fait vont se retrouver, ou même la chlorophylle par exemple, vont se retrouver principalement dans l'eau de cuisson. Donc ça va être compliqué dès lors de l'assimiler, parce que l'eau de cuisson, tu vas la jeter derrière, à moins que tu en fasses un bouillon. Mais pour le coup, du coup, tu vas perdre extrêmement beaucoup d'antioxydants, de vitamines et également de minéraux. Et on va également éviter la cuisson à la cocotte minute. Alors pareil, c'est pas forcément à bannir totalement, mais faire attention, parce qu'on reste là sur une cuisson à haute température, vraiment à haute température et à haute pression. Donc là, pour le coup, c'est la même chose. Tu l'as vu tout à l'heure, à partir de combien de degrés sont détruits la plupart des vitamines, des enzymes, des minéraux. Maintenant, quelles sont les cuissons à basse température à privilégier? Alors, tu peux commencer déjà par la cuisson à la vapeur douce, donc comprise entre 90 et 95 degrés Celsius. Tu as également la cuisson, alors d'ailleurs, vapeur, c'est très facile à faire. On a tous en général chez nous les ustensiles pour le faire. Et il y a beaucoup de gens qui ont le Thermomix, et on peut le faire aussi avec le Thermomix, petite parenthèse. Ensuite, on va également privilégier la cuisson à l'étouffée, donc en général entre 70 et 90 degrés Celsius. On peut également faire cuire ces aliments au four à basse température. Donc là, on va essayer d'être en dessous de 85 degrés Celsius de préférence. C'est là qu'on pourra vraiment en retirer un maximum de bénéfices. Ensuite, on a également la cuisson au déshydrateur. Donc là, il faut être équipé pour le faire, mais là, en général, on est entre 30 degrés et 70 degrés Celsius. Ensuite, on a une cuisson que moi, j'adore. J'aime beaucoup cuisiner, par exemple, des plats thaï au wok. La cuisson au wok, ou même faire mes légumes tout simplement avec un peu de sauce soja, un peu de crème végétale, etc. Tu te fais revenir tes légumes dans ton wok, et tu peux vraiment, en fait, tu fais à ta sauce, tu mets tout ce qui te semble bon à l'intérieur de ce wok, et tu fais revenir sur le feu. Ça, c'est également très intéressant. Et ensuite, on a également la cuisson en papillote. Alors là, on va faire attention quand on pense à la cuisson en papillote. On pense forcément au poisson notamment, mais ça peut être également des légumes, bien entendu. Et on va éviter par contre d'utiliser de l'aluminium lorsqu'on fait des cuissons en papillote, pour éviter de retrouver des sels d'aluminium dans son organisme. Ça peut déclencher le cancer du sein et d'autres cancers, donc on va éviter quand même d'utiliser de l'aluminium. Et ensuite, en naturopathie, on parle d'un ustensile qui est très utilisé. Il s'agit du vitaliseur de Marion Caplan. Marion Caplan, donc c'est une sorte de cuisson à la vapeur, mais à la vapeur douce. On ne va pas dépasser les 95 degrés Celsius, et c'est, on va dire, l'ustensile à vapeur le plus élaboré du marché, parce que vraiment les matériaux, la forme, tout est fait vraiment pour qu'il y ait une cuisson qui soit à la fois rapide, qu'on garde également les saveurs des aliments, que les légumes soient cuits de manière al dente, assez croquant, qu'on puisse également avoir une cuisson qui soit beaucoup plus rapide qu'une cuisson à la vapeur douce, parce qu'on va pas se le cacher que la vapeur, ça peut être un petit peu long. Il y a pire, mais ça peut être un petit peu long. Là, avec le vitaliseur de Marion, ça va très vite. Et c'est un vitaliseur qui a été inventé et réalisé par un ingénieur chimiste qui s'appelle André Coquart. Et du coup, Marion Caplan a écrit un bouquin sur
sur les bienfaits du vitaliseur et comment il a été créé, conceptualisé, inventé, et quels sont également tous les bienfaits finalement pour la santé de ce mode de cuisson. Donc si jamais tu as les moyens de mettre de l'argent là-dedans, en tout cas c'est quelque chose qui pourra te servir à vie, et là tu n'auras plus à te prendre la tête à savoir si tu dois faire au wok, à la vapeur, à l'étouffer, etc. Tu auras ton vitaliseur chez toi et tu seras tranquille. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires alors plusieurs choses. Déjà, si tu souhaites avoir une vidéo plus complète sur la réaction de Maillard, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur la réaction de Maillard et notamment comment éviter un maximum de créer cette fameuse réaction de Maillard. Et n'hésite pas aussi à me dire juste en bas si tu souhaites avoir d'autres vidéos où je vais plus en profondeur sur la fameuse question du cru et du cuit, parce que ça je sais que ça va créer pas de polémique, mais certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi et d'autres le seront un peu plus. Donc n'hésite pas à me dire si tu souhaites avoir une vidéo plus approfondie sur le sujet du cru et du cuit, et là vraiment je rentrerai davantage dans le détail et je développerai davantage mes arguments du 20%, 80% comme je l'ai évoqué dans cette vidéo. Je te laisse t'abonner juste en bas. Je te laisse aussi télécharger ton programme de rééquilibrage alimentaire qui est totalement gratuit. C'est un gros cadeau que je te fais. Plus de 3000 personnes se sont déjà inscrits à cette formation. Donc je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo, et tu peux aussi rejoindre mes emails privés, et puis je t'inviterai à aller voir les différents liens dans la description de ma vidéo. Il y a pas mal de petits cadeaux. Tout est gratuit, il n'y a pas de piège, tout est gratuit et tout est disponible dans la description de ma vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et comme d'habitude, reste vert.